20h. Jeanne Baron. Il est 18h26, ça fait débat. On continue sur Europe 1 de parler de cette grande question sociétale. Le ministre de l'Intérieur était hier en déplacement dans le quartier de la Guillotière à Lyon, où des policiers avaient été agressés la semaine dernière. Il a annoncé un renforcement des moyens pour les forces de l'ordre sur place. Pourtant, le maire de Lyon, Grégory Doucet, l'accuse de ne pas tenir ses engagements. Même constat dans d'autres villes de France. Alors, policiers, est-ce que c'est un métier d'avenir ? On en parle aujourd'hui avec mes invités. William T. Bonsoir. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Benjamin Lucas, bonsoir. Bonsoir. Député NUPES dans les Yvelines. Jérôme Jiménez, bonsoir. Bonsoir. Délégué du syndicat UNSA, Police Paris. Et puis, commandant Éric Brocardi, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole des sapeurs-pompiers de France. En préambule, je vous propose qu'on écoute justement Gérald Darmanin, qui hier était à la Guillotière. Oui, la situation à Lyon de la sécurité n'est pas bonne. Elle se dégrade plus qu'ailleurs. Je constate à Lyon, il y a aujourd'hui une difficulté. Hier, c'était les Dalton. Il y a eu des événements d'ordre public extrêmement graves ici à Lyon. Il y a des chiffres de la délinquance qu'on ne retrouve pas dans d'autres communes. Et pourtant, je le redis en saluant le travail de Gérard Collomb, s'il y a toujours eu des quartiers difficiles, évidemment, dans une grande métropole, Lyon n'était pas connu pour être une ville de délinquants. Jérôme Jiménez, Lyon n'était pas connu pour être une ville de délinquants. On vient de le découvrir comme ça. Lyon, c'est pas une ville de délinquants. Non, je vais peut-être dire pas une ville de délinquants avec. Là, le focus est mis avec les derniers faits assez graves sur les collègues. Voilà. Ce lynchage collectif, c'est vrai que ces images ont été plutôt insupportables aux yeux de tous. Bon, aujourd'hui, les renforts quand même devraient être là. 570 policiers, c'est beaucoup. Par contre, nous, on va s'intéresser au cadencement. Les annoncer, c'est bien. Maintenant, dans quel rythme et à quel rythme vont être programmés. Appliquer, c'est mieux. Exactement. Nous, on sait déjà que dès le mois prochain, 40 policiers sortis d'école seront affectés directement à Lyon. Ça, c'est une bonne chose pour tous les policiers de la division centre, notamment de la Guillotière, qui travaillent dans des conditions difficiles et à flux tendu dans ces services. Benjamin Lucas, est-ce que Gérald Darmanin, il vient de découvrir quelque chose ? Monsieur Darmanin, depuis un moment maintenant, on est habitué, c'est une sorte de Nicolas Sarkozy discount ou low cost, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il fait du sous-Sarkozy, c'est beaucoup d'agitation, beaucoup de communication. Et puis malheureusement, parce qu'en l'occurrence là, malheureusement, c'est pas toujours suivi des faits ou de réalité. Il fait un peu de la provoque, de la surenchère. Voilà, de temps en temps, c'est Madame Le Pen qui est trop molle. Là, il nous ressort le discours du Rassemblement national sur l'immigration. Bon, là, en l'occurrence, moi, je rejoins ce qui vient d'être dit. Ce qui compte maintenant, au-delà des polémiques, c'est normal, il y a un débat politique, il est ministre de l'Intérieur, c'est normal qu'on débatte de son action, mais le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence, ne compte pas dans ce que je vais dire. Il faut que les moyens qui ont été annoncés arrivent. Et malheureusement, les moyens qui avaient été annoncés il y a 6 mois, 1 an, j'ai plus les dates en tête exactement, ne sont pas arrivés, ne sont pas arrivés assez vite. Donc vous rejoignez ce qu'a dit le maire de Lyon, en réalité, que les paroles c'est bien, mais qu'il n'a pas les moyens aujourd'hui d'agir ? On a besoin, il n'y a pas de secret, on a besoin, pour faire face au phénomène de délinquance qui ont toujours existé dans la société, qui malheureusement existeront toujours. Toute société génère de la violence, pas plus à Lyon qu'ailleurs, pas moins. Enfin voilà, il y a plein de phénomènes à prendre en compte. On a besoin de moyens et de moyens humains. Et on a besoin de moyens humains à la fois pour répondre aux besoins en matière de sécurité des habitants, mais aussi pour répondre à nos policiers qui, sur place, sont surmenés. La police est l'une des professions dans laquelle, si ce n'est laquelle, il y a le plus de burn-out, il y a le plus de dépression. Donc on a besoin aujourd'hui de moyens humains. Moi, je regrette, et je regretterai toujours qu'on ait supprimé la police de proximité. Et moi, je regrette qu'on rentre aujourd'hui dans une logique comptable trop souvent quand il s'agit de services publics et notamment de services publics de la sécurité. Alors justement, William T, parlons comptabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a très clairement les moyens de nos ambitions ? Je pense pas. Je pense pas qu'on ait les moyens de nos ambitions sur la question du budget général, parce qu'en fait, le métier de policier est compliqué sur le plan matériel et immatériel. Sur le plan matériel, c'est compliqué parce que les salaires sont pas assez élevés. Pendant un moment, il y avait la problématique des heures supplémentaires pendant la crise des Gilets jaunes qui n'ont pas été payées. Surtout, au-delà des questions de salaire propre, il y avait la question de matériel. En fait, quand on prend la plupart des commissariats, la question des matériels, il y a eu un retard sur les questions d'investissement, notamment depuis les années 2000, auxquels on n'a pas fait les investissements nécessaires sur les commissariats, sur les matériels. Et puis, on n'a pas réorganisé la police pour en fait permettre aux policiers d'aller plutôt sur le terrain et de les éviter les charges de secrétariat sur ce plan-là. Après, il y a la question immatérielle. C'est est-ce que, en fait, aujourd'hui, policier, c'est toujours un métier d'avenir ? Est-ce que c'est toujours bankable d'être policier ? Quand vous étiez policier dans les années 70, dans les années 80, c'était un métier respectable. Les gens vous inspiraient. Et puis mais est-ce que c'était bankable ? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, en fait, parce que même globalement, c'est pas uniquement la question de la police. On va parler également du métier de pompier ou même des forces de l'ordre ou
ou même globalement des élus, en fait, c'est toute la question de l'autorité de l'État en fait a été discréditée, et tous ces plans-là, on a du mal aujourd'hui à donner du sens à l'action publique. Alors maintenant, comment faire sur l'action de Darmanin, sur la question des moyens? Je pense qu'il y a une difficulté, c'est qu'en fait la criminalité se concentre sur la question des métropoles. Avant, on ne posait pas la question de Lyon parce que c'était en périphérie de Lyon, donc c'était moins visible médiatiquement. C'était en périphérie de Paris, c'était en périphérie de Nantes, c'était en périphérie de Lille, c'était dans les quartiers nord de Marseille. Maintenant que ça a atteint les centres-villes, on se pose davantage la question. Je pense que le seul moyen de répondre à ça, plutôt que d'attendre à chaque fois que le ministre de l'Intérieur donne des moyens supplémentaires, quels qu'ils soient, qui s'appellent Gérald Darmanin, Christophe Castaner, Nicolas Sarkozy ou un autre, il faudrait en fait que les maires des métropoles puissent en fait créer une police municipale plus forte, l'armée, et puissent répondre à la question de la problématique de sécurité en ayant cette compétence. Y a-t-il aujourd'hui un problème éducationnel? Parce que pour Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU, s'attaquer à la police, c'est s'attaquer à la République. Attaquer un policier, l'insulter, ne pas respecter son uniforme, le violenter, c'est attaquer la République. Et les réponses doivent être d'une fermeté sans nom. Parce qu'en réalité, c'est l'autorité qu'on ébranle. Alors, s'attaquer à un policier, Jérôme Gémenez, c'est s'attaquer à la République. Vous sentez le désamour quotidien? Alors, on sent le désamour pour une minorité de personnes. Maintenant, j'ai aussi envie de vous rappeler que la dernière enquête Cevipof, 64 portée par Guillaume Fard, vous le savez très bien, rappelle que 74% des Français soutiennent leur police. C'est une mesure, c'est des chiffres, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la mesure la plus haute depuis 2018. C'est un point. Maintenant, il est vrai que le métier est de plus en plus compliqué. Les violences et les atteintes sur les personnes dépositaires de l'autorité publique ont atteint leur paroxysme. Il est temps, et je pense que c'est pour la sécurité de tous, que la justice aussi fasse son travail. Quand des policiers sont agressés, quand des élus, et je rebondis sur ce que vient de dire monsieur tout à l'heure, sont agressés, quand des professeurs sont agressés, il faut que les sanctions sévères et fermes soient appliquées. Parce que oui, quand on attaque un policier, on s'attaque à l'ordre régalien, on s'attaque à la République. Benjamin Lucas. Oui, moi je suis d'accord, je condamne avec la plus absolue fermeté chaque fois qu'on s'attaque à un représentant de l'autorité de l'intérêt général, les policiers, les pompiers, les soignants, les enseignants, bref, tous ceux qui font qu'il y a une société qui tient debout quand même, parce qu'on a besoin de services publics forts et d'institutions qui sont fortes. Après, si on veut élargir un peu le débat, et c'est ce qu'essaye de poser la ministre El Haïry à votre micro, alors avec un peu de récup de sa part, mais pourquoi il y a un sentiment de non-appartenance à la République? Pourquoi la République, ça paraît lointain, ça paraît des mots creux? Parce que liberté, égalité, fraternité, dans la vie de beaucoup de jeunes aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire quand vous êtes victime des discriminations, ça ne veut plus rien dire quand vous êtes victime de la pauvreté, du sexisme, de l'homophobie. Ces mots-là, qui sont gravés au fronton de nos mairies, sont devenus, pour beaucoup de jeunes, ne sont plus une réalité quotidienne. Moi, je crois qu'on peut toujours mettre plus de fermeté, on peut toujours mettre plus de répression. Je ne suis pas certain que ça résolve les problèmes. En revanche, on peut, et là je ne parle pas des réponses de court terme, des réponses de moyen terme, mais sur le long terme, se dire qu'on veut recréer la République. Pour recréer la République, il faut des services publics, il faut une école de la République qui soit à nouveau soutenue, qui tienne debout, qui soit profondément réformée. Il faut lutter contre le racisme et les discriminations. Bref, il faut que chaque jeune dans ce pays puisse se dire liberté, égalité, fraternité dans ma vie quotidienne, dans mon quotidien, dans ce que j'éprouve chaque jour, ça veut dire quelque chose. Benjamin Lucas, est-ce que c'est pas dangereux aussi d'opposer systématiquement la police à liberté, égalité, fraternité avec des stigmatisations? C'est pas ce que je viens de faire. Non mais je ne l'oppose pas. Un peu dans l'inconscient collectif en réalité. On est là pas simplement pour commenter des faits divers. Je vous ai dit, moi je les condamne avec la fermeté la plus absolue. Il n'y a rien de plus insupportable que de voir un policier se faire agresser, un enseignant se faire agresser. Il n'y a rien de plus insupportable, vraiment. Simplement, quand on est responsable politique, ce qui est mon rôle ici, on essaye de comprendre la société et de la transformer pour qu'elle soit meilleure, pour qu'elle vive mieux. Donc j'essaye de la comprendre, et quand je la comprends, je vois que dans beaucoup de quartiers populaires, il y a un sentiment d'abandon. Ça n'excuse pas les attaques contre les représentants. Encore une fois, expliquer n'est pas excuser. Moi, je crois qu'il faut... Ça, c'est important. Il faut étudier les phénomènes sociaux. Mais pourquoi il y a moins... Je pense qu'effectivement, il y aura moins d'agressions sur les policiers si demain la République est plus forte, si demain on a le sentiment qu'on appartient à une communauté nationale unie, solidaire et soudée. Et donc pour ça, il y a beaucoup de chantiers à mettre en œuvre qui malheureusement sont abandonnés depuis des décennies. Jérôme Gémenez. Je vais juste rebondir là-dessus assez rapidement. On a des jeunes aujourd'hui qui vivent avec la génération 2.0. La responsabilité des politiques, elle est grande. Il y a encore une semaine, j'étais dans un quartier de la Grande Couronne, et quand vous avez des jeunes qui vous disent « Mais monsieur Gémenez, la police, elle tue, je l'ai entendu, cette personne, elle est connue, et vous le savez très bien », c'est difficile derrière de travailler dans de bonnes conditions. Donc je pense que,
oui, il faut, comme je vous disais, il faut redorer un petit peu le blason de la police, mais au-delà des querelles et des questions politiciennes, je pense que chacun doit rappeler l'importance qu'a et la place du policier dans la société, ou du gendarme ou du pompier. Alors il y a malheureusement aussi des faits divers qui n'aident pas la police. Le livre Flic de Valentin Gendreau a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière. Pendant 2 ans, il a infiltré le commissariat du 19e arrondissement de Paris avec à la clé un constat très sombre à la fois à l'envers de la police. Il révélait les violences de toutes parts, mais aussi la misère que pouvaient vivre les policiers. William T, quand on est un journaliste aussi et quand on voit ce qui se passe sur le terrain, c'est difficile par rapport à l'opinion publique de redorer l'image de la police quand il y a des failles mises en lumière de l'autre côté. Et heureusement qu'elles sont mises en lumière, ces failles. Oui, les journalistes font leur travail. Moi, je différencierais ce que disent les journalistes et ce que font les personnalités politiques. Parce que quand vous avez des personnalités politiques, et M. Jiménez l'a rappelé, qui tiennent un discours qui n'est pas vrai, qui est complètement démagogique en vue des élections pour obtenir des voix, qui dit que la police tue, mais la police ne tue pas, c'est très minoritaire. On vous pensez à qui lorsque vous dites ça ? Jean-Luc Mélenchon notamment. Jean-Luc Mélenchon spécifiquement, c'est comme le débat qu'on aura tout à l'heure sur les pompiers. En fait, il ne faut pas prendre un cas spécifique et faire croire qu'il est général. Et quand vous tenez un discours politique en disant que la police tue, ça ne veut pas dire qu'il y a des policiers qui tuent. Éventuellement, il y a toujours des problèmes, des personnes qui sont minoritaires, qui sont problématiques. Mais ça ne veut pas dire que toute la police tue. Et quand il dit que la police tue, les gens pensent, parce que moi j'ai grandi un peu dans ces quartiers, qu'en fait ce qu'il dit est vrai. Et quand ils allument la télé, ils voient Mélenchon dire ça, ils disent ce que dit Jean-Luc Mélenchon est vrai, je rejoins parfaitement ce que vous dites. Et quand vous alimentez ce discours-là, vous alimentez une certaine défiance à l'égard de la police et à l'égard même de l'autorité globale, parce que vous dites qu'il y a du racisme, comme vous l'avez dit. Évidemment, il y a un peu de racisme, il y a toujours des personnes qui sont un peu racistes, mais est-ce que c'est un racisme d'État ? Est-ce que c'est un racisme structurel vis-à-vis de la police envers certains quartiers ? Non, ce n'est pas le cas, c'est complètement faux. Mais les personnes, après, se sentent persécutées et surtout, ça légitime leurs craintes et leurs discours. Et en plus, il y a un discours qui est tenu notamment par la France Insoumise pour récupérer les voix de ces quartiers, pour se redorer le blason, notamment sur le plan électoral, pour aller tirer des voix. Et moi, je pense que ça se déplore. Ensuite, après les journalistes, je différencie ce travail parce qu'eux font un travail d'alerte. Et c'est complètement différent. Il est important que les journalistes continuent d'enquêter parce que ça permet d'alimenter des sujets sur la place publique pour qu'ensuite les pouvoirs politiques s'en emparent et puissent y répondre. Mais je distingue les deux. Ceux qui s'occupent de ça uniquement pour des volontés électorales et pour alimenter un discours démagogique et populiste, et ceux qui font un travail d'enquête et qui permet d'améliorer le quotidien. Benjamin Lucas, est-ce que M. Mélenchon a été cette fois démagogique et est-ce que ces propos ont été émis afin d'avoir un électorat particulier ? Moi, je veux justement sortir du débat théorique et du débat avec des grands mots. Moi, et j'en ai parlé sur votre plateau la semaine dernière, moi je suis élu d'une circonscription dans laquelle il y a Mantes-la-Jolie. À Mantes-la-Jolie, pourquoi je vais vous dire ça ? Vous allez comprendre. À Mantes-la-Jolie, il s'est passé en 2018, le 6 décembre 2018 exactement, des lycéens, 150 lycéens, qui ont été mis de côté dans la cour et pendant plusieurs heures, agenouillés, les mains sur la tête, avec un policier qui, quand ils étaient filmés, a dit « voilà une classe qui se tient sage ». Donc moi, je comprends qu'il y ait à Mantes-la-Jolie, dans ma circonscription, des familles, des mères de famille, et j'en ai rencontré beaucoup, qui aient peur quand elles croisent un policier. Je le comprends. Et donc c'est pour ça, quand on parle de violence policière, c'est pour ça, quand on dénonce un certain nombre de choses, l'objectif c'est quoi ? C'est pas d'alimenter de la tension entre les citoyens et la police. L'objectif c'est que vous n'ayez plus dans ce pays des milliers de nos concitoyens, il faut l'entendre, c'est une réalité sociale, des milliers de nos concitoyens qui n'ont rien à se reprocher et qui ont peur quand ils voient passer un fourgon de police. C'est le cas au Val-Fouret, sur ma circonscription, Mantes-la-Jolie. Est-ce qu'il y a un délit de faciès ? Des gamins qui n'ont rien à se reprocher, qui ont peur. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort d'avoir peur, je dis qu'ils ont ce sentiment de peur quand ils voient des policiers passer. Et je veux qu'on travaille à lever ce sentiment de peur, parce que, je termine par ça, la République ne tient que s'il y a une police qui peut faire correctement son travail. Et pour que la police, pour que nos gardiens de la paix héroïques puissent faire correctement leur travail, il faut un climat d'apaisement dans la société. Alors ne soyons pas langue de bois. Est-ce que dans ce que vous voyez au quotidien, il y a un fameux délit de faciès ? Est-ce que, à tort ou à raison, on peut avoir peur ? Dans ce que je vois dans les études, il y a des études qui ont démontré très sérieusement que, à raison de la couleur de votre peau, vous pouvez être contrôlé 7 ou 10 fois plus qu'un autre. Je prends mon exemple, moi je n'ai jamais été, on n'a jamais contrôlé mon identité dans la rue. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je pourrais vous prendre l'exemple d'amis qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, qui ont vécu dans les mêmes quartiers que moi, qui ont fait à peu près les mêmes choses que moi, qui eux ont été contrôlés à de nombreuses reprises dans leur vie. C'est un phénomène qui existe. Je ne jette l'opprobre sur personne, je dis simplement que là aussi il faut le combattre, parce que si nous ne le combattons pas, alors on crée une situation de tension entre la police et les citoyens. Jérôme Jiménez. Je vais répondre très succinctement et par mon expérience. Moi j'ai contrôlé plusieurs soirs de suite quand je travaillais sur le 20e arrondissement les mêmes jeunes. Les mêmes jeunes, pourquoi ? Parce que les riverains nous appelaient, ils commettaient des nuisances, vous avez un véhicule qui intervient, et vous contrôlez, oui, les 10-15 mêmes jeunes tous les soirs, parce que vous les contrôlez, vous relevez les identités et vous les évincez. Donc là, on pourrait, si on s'arrête à l'épisode juste du contrôle d'identité et que le moment où l'équipage se déplace et le moment du contrôle, on va dire,
c'est un contrôle au faciès. Sauf qu'au final, il y a des riverains qui appellent derrière et en fait, ils veulent juste dormir tranquille dans leur quartier. Entre 1 et 10 fois, vous reconnaissez qu'il y a là, je ne mets pas en cause quand quelqu'un appelle, etc. Mais c'est pour ça que je ne dis pas que tous les contrôles sont des contrôles racistes. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit il y a une réalité aujourd'hui de contrôle au faciès, c'est documenté là aussi. Et on va devoir enchaîner, la science, messieurs. La sociologie, ce que disent les enquêtes de terrain et journalistiques notamment. Et merci pour la qualité de ce débat. Dans un instant, on continue à parler, à débattre, cette fois réchauffement climatique et canicule. Pourquoi des feux à répétition? Comment lutter efficacement? Restez bien avec nous, vous êtes sur Europe 1. Europe Soir Weekend, Jeanne Baron. 18h42 sur Europe 1, merci d'être avec nous, merci pour votre confiance. Ça fait débat, on parle cette fois du réchauffement climatique, de la canicule. Pourquoi des feux à répétition? Comment lutter efficacement contre ces feux au quotidien? À mes côtés, toujours nos invités qui sont là et on va commencer tout de suite, si vous le permettez, messieurs, par écouter Gérald Darmanin, encore une fois, le ministre de l'Intérieur. Cette fois, c'était un hommage aux pompiers qu'il avait rendu suite aux incendies. Je veux d'ailleurs, au nom du gouvernement et comme la Première ministre l'a fait encore très récemment, rendre hommage, comme vous l'avez fait, aux sapeurs-pompiers, aux militaires, aux élus, aux policiers, aux gendarmes qui luttent depuis le 12 juillet dans des conditions extrêmement difficiles, avec un sang-froid et un professionnalisme qui fait honneur à la France. Commandant Éric Brocardi, vous êtes le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. C'est beau les applaudissements, mais bon, au quotidien, vous avez besoin d'applaudissements ou de moyens? Je crois que déjà, on a oublié le mot engagement surtout. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que le modèle de sécurité civile dont on parle aujourd'hui repose, parce qu'on a 80% de sapeurs-pompiers volontaires sur les 251 000 sapeurs-pompiers de France, au travers des 6300 casernes. C'est à la fois beaucoup et peu. 6300, ça fait on se dit, mais où elles sont? Mais elles sont dans les petits villages. Elles sont forcément liées à un maillage territorial qui est très conséquent et très fort et qu'il ne faut surtout pas fermer, rogner et oublier. C'est ça aussi le plus important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les feux, quand ils démarrent non pas dans des grandes villes. On ne parle pas du feu de Bordeaux. On parle de petits secteurs, des toutes petites communes où derrière, systématiquement, ça va être les sapeurs-pompiers du coin qui vont être engagés avec justement ce côté où on va les sortir de leur contexte personnel, familial, parfois même de vacances, et professionnel aussi, pour monter dans les engins et partir en intervention quelle qu'elle soit. Ça, ils le font à raison d'une fois toutes les 7 secondes en France. Donc ça veut dire que globalement, on repose vraiment sur un système qui aujourd'hui est mis en tension. Il est mis en tension sur un contrat opérationnel qui se veut qu'on doit être présent dans le délai de 15 minutes entre le décroché de l'appel 112 ou 18 et directement l'arrivée sur les lieux. Donc ça veut dire que cette moyenne-là, aujourd'hui, on doit plus tenter de la réduire en termes de timing plutôt que de l'allonger. C'est ça aujourd'hui un des objectifs. William T., pourquoi est-ce que le métier de pompier, tout comme le métier de policier, des fonctions régaliennes en quelque sorte de la sécurité, ne font plus rêver aujourd'hui? Il y a un problème de recrutement vis-à-vis de... Je mettrais la même chose. Question matérielle, question immatérielle. Question matérielle, après, les conditions de travail des pompiers sont quand même meilleures que celles de policiers. Enfin, globalement, il y a plus de moyens, il y a plus de matériel aussi. Vous nous direz ce que vous en pensez, Éric Brocardi. Les policiers, c'est plus précaire. Ça ne veut pas dire que la situation est bonne. En tout cas, la situation des policiers est plus précaire que celle des pompiers. Ensuite, après, il y a les conditions de salaire et puis il y a surtout la question de la carrière dans la mesure où vous avez une retraite anticipée et qu'il faut préparer une reconversion éventuellement après, pour une partie d'entre eux. Et donc, du coup, c'est-à-dire que c'est difficile de s'inscrire sur un temps long, alors surtout normalement quand vous êtes dans la fonction publique, en tout cas, vous voulez partir, etc. Sur la question immatérielle, je pense que c'est toutes les fonctions publiques qui sont touchées dans la mesure où l'action de l'État en fait est dévalorisée, dans la mesure où l'action publique n'a plus de sens. N'a plus de sens dans la mesure où on n'a pas de cap stratégique, c'est-à-dire qu'on n'est plus à l'État gaulien où vous savez à peu près ce que vous faites. Vous avez le général de Gaulle, vous savez vous battez pour la grandeur de la France et c'était réglé assez rapidement pour tous les fonctionnaires. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas aujourd'hui pourquoi on se bat, pourquoi on avance, pourquoi on se lève le matin, on ne sait plus rien? Comment vous l'expliquez, vous? Parce qu'on n'a plus de cap politique. On n'a plus de cap politique parce qu'on réagit à court terme plutôt qu'à long terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas de perspective à donner. Et si vous ne donnez pas de perspective aux agents, à la fois sur le plan matériel et sur le plan immatériel, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes puissent rentrer chez eux, dans leur famille ou dans leur milieu social pour rayonner. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de rentrer chez vous, vous avez besoin de dire que vous faites un métier intéressant et vous voyez voir les personnes qui ont les yeux qui brillent, qui se disent ce que vous faites est important. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à mettre ça, au-delà des questions de salaire qui sont très importantes, on n'arrivera pas à redonner la question du recrutement parce qu'on a le même problème chez les pompiers, chez les professeurs, chez les policiers, quasiment dans toute la fonction publique. Benjamin Lucas, comment est-ce qu'on remotive les troupes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de vision politique claire d'après vous? Je voulais vous répondre, moi je vous en propose un de cap politique, c'est la bifurcation écologique et là on est en plein dans le sujet. Nous sommes confrontés au plus grand
péril que l'humanité ait connu dans son histoire, le péril du réchauffement climatique, qui est une question de sécurité nationale, qui est une question de vies humaines au quotidien. On le voit, les méga-feux partout à travers le monde, et y compris tragiquement dans notre pays cet été, les inondations, les sécheresses. Prenez la route n'importe où en France cette semaine pour voir, y compris moi je reviens de ma Picardie natale il y a quelques instants, quelques minutes à peine, des bords de route qui étaient jadis tout à fait verts, qui aujourd'hui sont complètement cramés, des oiseaux qui ne sont plus là où ils étaient avant, la mer Méditerranée qui surchauffe à 30 degrés, ce qui va être dramatique pour la faune et la flore marine, et tout ça a un impact évidemment sur nos vies quotidiennes. On pourrait prendre aussi l'exemple de la crise énergétique, elle est directement liée au péril climatique, au réchauffement climatique, et donc c'est un pouvoir d'achat en berne, c'est demain, avec les risques d'incendie, les risques d'inondation, etc., des coûts d'assurance pour les Françaises et les Français qui vont exploser, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits dans notre pays qui sont à l'abri des risques liés au dérèglement climatique. Tout ça a un impact sur nos vies. Donc voilà, pour vous répondre, ce qui pourrait être à la fois face à une grande angoisse, l'éco-anxiété, l'angoisse du réchauffement climatique, voilà ce qui pourrait être un projet mobilisateur. C'est comment nous transformons, nous adaptons notre société, y compris pour vivre mieux et pour vivre différemment, et pour nous protéger, pour agir et protéger des désordres nés du réchauffement climatique. Éric Brocardi, est-ce que vous vous dites que les mois, les années à venir vont être particulièrement difficiles avec ce réchauffement climatique ? Ils le sont depuis un petit moment, parce qu'on l'a observé déjà, ce dérèglement climatique, depuis maintenant près de 3 ans, sur lequel on a alerté. C'est vrai que juste avant l'été, on parlait d'été tous les dangers. On y est, on est sur des événements qui malheureusement se coïncident avec ce feu dans le Gard actuellement, ce feu dans les Bouches-du-Rhône aussi, quelques jours auparavant en Gironde. Vous savez qu'il y a des sapeurs-pompiers qui étaient partis en renfort en Gironde qui ne sont toujours pas rentrés chez eux parce qu'ils sont encore rebifurqués sur d'autres incendies, sur d'autres sinistres. Et je tiens juste à rajouter un élément par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que en fait, on a un souci d'éducation du citoyen face à la protection civile et face à la manière dont on consomme le service public, et qui plus est surtout, je pense, cette mesure de consommer de l'urgence un petit peu trop facilement. Et je vois qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, les consignes que l'on passe aux concitoyens, c'est d'appeler les secours qu'en cas d'urgence et quand cela est nécessaire. Mais tout ça provient d'une éducation. Quand vous éduquez votre enfant à faire attention à l'eau, dès le départ, il fera attention à l'eau et ça restera dans ses gènes. Si aujourd'hui, on n'inculque pas et qu'on ne force pas un système où, en termes de fonctionnement, même au niveau État, on est sur un système aujourd'hui de silos où vous allez avoir le ministère de l'écologie qui va faire sa propre campagne, on va dire, de feux de forêt. À côté, le ministère de l'Intérieur va le faire aussi, alors que ça devrait être porté par un secrétariat d'État ou un ministère commun qui pourrait permettre d'invoquer un seul et même message face aux concitoyens. L'idée déjà, c'est celle-là et la suivante, pour permettre derrière, après, de déclencher, dès lors que vous achetez une piscine chez vous, d'avoir des mesures à l'intérieur de la piscine pour empêcher les noyades. Un enfant encore de 2 ans était entre la vie et la mort dans les Alpes-Maritimes parce qu'il a échappé à la vigilance de ses parents. Donc aujourd'hui, toutes ces interventions qui passent sous éco-radar aujourd'hui, les sapeurs-pompiers aujourd'hui, ils font face. Parce que quand vous intervenez dans une ambulance pour porter assistance à une victime en cas d'urgence critique, parfois cette ambulance-là, vous n'êtes pas disposé à l'avoir parce qu'elle est en train de faire une carence ambulancière sous prétexte d'un manquement à des réponses ambulancières privées. Mais Éric Brocardi, est-ce qu'il ne faudrait pas créer presque, vous allez dire ici ce que vous en pensez, presque une nouvelle section de pompiers qui serait peut-être plus apte à agir que sur les feux? Ça ne sert à rien de réinventer quelque chose qui existe déjà. Mais ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si ça ne marche pas? Ça fonctionne très bien. Le tout, c'est la sollicitation. Quand ça fonctionne très bien aujourd'hui, vous avez aujourd'hui la capacité, les pompiers du Jura, les pompiers de la Nièvre ou quoi que ce soit, à s'adapter face aux risques. On a une culture, si on prend le cas actuel aujourd'hui de l'incendie feu de forêt, on a une culture dans le sud qui s'exporte vers le nord aujourd'hui, en termes de technicité, en termes de soutien. Aujourd'hui, ce à quoi on repose, et je voulais juste apporter un point de détail qui a extrêmement son importance, c'est qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont dirigés par un directeur d'un point de vue départemental, un directeur départemental d'incendie et de secours. Mais à sa tête, il a à la fois, en termes administratifs, un responsable qui est le président du conseil départemental, et d'un point de vue opérationnel, un préfet. Ce qui fait un côté atypique en termes de gestion. C'est pour ça que nos moyens diffèrent. Et ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que dès lors que on sait que le maire va être le premier impacté aujourd'hui en ouvrant des salles pour pouvoir accueillir des déplacés en cas de crise, c'est à lui aussi qu'on doit rendre compte et faciliter en termes d'investissement pour permettre à un moment donné d'assouplir un peu le modèle de gestion et d'investissement des pompiers. William T, comment est-ce qu'on simplifie tout ça ?
Il faut faire une réforme. Je vous pose toujours des questions extrêmement compliquées, William T. Heureusement que vous êtes au think tank, vous êtes là pour penser. Comment on simplifie le tout? On doit faire une réforme structurelle. La difficulté, c'est qu'il faut comprendre le contexte sur la question du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique va provoquer plusieurs effets qui va solliciter davantage les pompiers. C'est-à-dire que les pompiers vont être en première ligne pour lutter contre la canicule, comme en 2003 et ce qu'on a vécu ces dernières semaines. Le deuxième point, c'est au-delà du réchauffement climatique, c'est que les événements de catastrophes naturelles vont être de plus en plus récurrents. Et donc, du coup, les pompiers vont être davantage sollicités. Sur la question faut donc, du coup, mettre davantage de mobilité pour que les pompiers soient davantage mobiles, mais ils le sont déjà, de solliciter pour déplacer les effectifs entre les différents départements. Et surtout, il faut trouver un moyen pour faire en sorte que les matériaux nécessaires soient soit mutualisés au niveau européen parce qu'on a des problèmes qui sont similaires, soit acheter nos propres matériels pour qu'on fasse face à ces différents problèmes, type les Canadair, etc. Ensuite, après, sur la question de l'effectif global de la fonction publique et même sur la question de l'organisation des pompiers, la difficulté, c'est qu'il faut faire une réforme structurelle et donc choisir. Et la difficulté, c'est que nous, en France, on ne peut pas choisir. C'est-à-dire que tout est prioritaire et il faut l'éducation est prioritaire, l'écologie est prioritaire, etc. Et donc, sur la question que vous évoquez, sur la question de la séparation entre État et département, moi, je pense qu'il faut choisir. Soit on met une responsabilité politique et on considère que le plus important c'est l'action locale et en ce cas-là on confie la gestion au président du département, soit on considère que c'est une compétence d'État et dans ce cas-là il faut donner la compétence au préfet, mais en tout cas il faut choisir et mettre une hiérarchie entre l'un et l'autre. Benjamin Lucas, est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on est en pleine crise sanitaire, qu'on est en pleine crise économique, qu'on est en pleine crise écologique, on pourrait continuer comme ça, est-ce qu'on peut choisir? Non, moi je crois qu'on n'a pas à choisir entre des services publics essentiels, parce que l'éducation c'est essentiel, et vous l'avez rappelé, ça joue y compris un rôle fondamental dans les défis que nous avons à relever, que la santé c'est essentiel, que la police c'est essentiel, que être capable de se protéger des incendies c'est essentiel. Moi je ferai une proposition très simple, on l'a fait, la question pour ne pas avoir à choisir entre sacrifier un service public pour en soutenir un autre, c'est d'augmenter les recettes de l'État. Bon, moi je propose que par exemple, puisque les méga-feux auxquels nous sommes confrontés, puisque les périls climatiques auxquels nous sommes confrontés, ils ne viennent pas de rien, ils viennent de l'activité humaine et de son caractère polluant. Eh bien, surtaxons les entreprises qui vivent des énergies fossiles, surtaxons les banques qui aujourd'hui font du profit sur les énergies fossiles, qui sont directement liées aux émissions de gaz à effet de serre et donc à la pollution et donc au cercle infernal dans lequel nous sommes. Voilà. Donc vous êtes pour cette fameuse taxe sur les super profits. Nous avons fait des propositions sur les super profits, sur les multinationales, sur les plus grandes fortunes. Par exemple, aujourd'hui, un yacht, ça pollue beaucoup plus quand vous prenez votre voiture pour aller profiter des vacances sur la Côte d'Azur. Sauf qu'en fait, vous êtes beaucoup plus stigmatisé, mis à contribution quand vous faites le plein de votre voiture aujourd'hui et que vous êtes un utilisateur de la voiture que quand vous possédez un yacht. Bon, je pense que cet exemple-là, il est un peu caricatural, j'en conviens. Mais c'est là, l'argent, on peut le trouver là. Et moi, je ne veux pas. Moi, je crois qu'il faut, et je termine par ça, il faut un quoi qu'il en coûte sur la question climatique, parce que là, la dette financière, ça se rembourse, c'est de l'argent. La dette climatique, quand on aura des canicules qu'on a déjà à répétition, des morts liées au réchauffement climatique et un phénomène de migration climatique qui n'a rien à voir avec ce que nous avons connu jusque-là, alors cette dette-là, elle ne se remboursera pas. La dette climatique, doit être aujourd'hui la priorité de l'action publique. William T. Mais sur la question de la dette climatique, si par cas vous mettez le paquet sur la dette climatique, pour respecter les accords de Paris, il faudrait mettre 90 à 120 jours de confinement à l'heure actuelle. Et donc, vous expliquez aux Français qu'il faut mettre entre 80 il faut transformer notre modèle économique. Non, mais pour respecter les accords de Paris, cette année, il faut faire croire aux gens qu'on veut les enfermer chez eux. Non, mais clairement, pour respecter les accords de Paris et donc respecter la question de l'émission des gaz à effet de serre avec le niveau d'activité française, il faudra entre 90 et 120 jours de confinement. Donc, elle expliquait ça aux Français en disant que c'est possible. Est-ce que je leur explique qu'on va rénover leur logement pour qu'ils soient moins dépendants du gaz de M. Poutine, qu'on va transformer nos transports en commun pour qu'ils soient moins dépendants du pétrole saoudien. Vous allez faire ça. C'est de l'investissement. Vous allez faire ça. Roosevelt a fait le New Deal, vous savez, c'est vieux comme le monde d'investir pour transformer la société. En une semaine, tout à fait. Non, c'est parce que j'ai eu la crise. Il faut bien commencer à un moment donné. On a eu la crise. On a eu la crise. Benjamin Lucas, laissez William T. On commence jamais, donc voilà. C'est terminé. Donc ensuite, après, on a eu la crise des gilets jaunes et la question du pouvoir d'achat. Et donc les personnes se posent davantage la question de la fin du mois que la fin de la planète. Donc je pense que la priorité actuelle, c'est comment faire en sorte que les classes moyennes et les classes populaires puissent terminer la fin du mois. Parce que sinon, le gouvernement ne passe pas la fin de l'année. Donc je pense que c'est la priorité. Les deux sont liés. Ensuite, sur la question. Benjamin Lucas, attendez. Par exemple, sur les prix de l'énergie. On va vous donner la parole, mais je pense qu'en démocratie, c'est important d'écouter les autres et d'aucun d'argument. William T, c'est rapide, s'il vous plaît. Et vous avez un problème. William T, s'il vous plaît. Ensuite, sur la question des dépenses publiques, sur la question des dépenses publiques, ça veut dire. Quand vous avez la question des dépenses publiques, dans les années 70, dans les années 60, la France dépensait 35% de dépenses publiques. Et pourtant, l'État était bien tenu. Aujourd'hui, nous sommes à 65% de dépenses publiques. Vous voulez aller à combien?
80%, 90%, vous voulez battre les records de l'IRSE. 100%. Et pourtant, avec l'augmentation des dépenses publiques, nous avons battu le record du nombre de pauvres. Il n'y a jamais eu autant de pauvres dans l'histoire de France. On a passé la barre des 10 millions de pauvres. Nous avons de moins en moins de services publics. Les policiers disent que leurs moyens ne sont pas nécessaires. Ils sont mal payés. Les pompiers disent que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas mal payé. Donc en augmentant constamment, au final, on a nivelé par le bas et les personnes sont moins bien payées. Moins de 2 minutes avant de finir. Benjamin Lucas, vous avez votre droit de réponse. Donc c'est parce qu'il y a eu de la dépense publique qu'on a été capable de surmonter la crise. C'est parce que heureusement qu'il y avait un État et des dépenses publiques. Heureusement que nos services publics, contre les incendies, pour la sécurité, pour l'école, ne sont pas privatisés comme sans doute vous le souhaiteriez. Mais je vous le dis, puisque vous parliez de cette opposition fin du monde, fin du mois, prenez la question énergétique. La question quel est l'un des principaux postes de dépenses aujourd'hui pour nos concitoyens ? C'est de se chauffer. C'est le prix du gaz. Donc la transition écologique et donc la lutte contre la fin du monde, elle trouve un écho sur la fin du mois, parce que quand on sortira de la dépendance au gaz de M. Poutine, la planète s'en tirera mieux, notre géopolitique s'en tirera mieux, parce qu'on sera plus dépendant d'une dictature pour se chauffer, et les Français verront à la fin du mois leur facture baisser. Ça, c'est la transition écologique. Vous voyez, les deux ne s'opposent pas. Ça, c'est le discours hors sol pour lequel les Gilets jaunes sont sortis dans la rue. Vous venez de tenir le discours sur la dépense publique, c'est mal, pardon, mais ça fait 40 ans, 50 ans qu'on nous dit, donc c'est vous qui êtes un peu vieillot. Vous n'arriverez pas à répondre à la question de la dépendance énergétique de la France, à la question du gaz d'ici la fin de l'année. Comment d'ici la fin de l'année vous permettez à la France de répondre à la problème sur la question du gaz et sur la question de l'électricité? C'est pour ça que nous avons proposé de bloquer les prix des carburants, du gaz, comme l'État peut le faire par décret. Donc moi je ne dis pas qu'on va le faire d'ici la semaine prochaine, mais à un moment donné, on est, d'un mot, mais ce choc climatique dans lequel on sait qu'il va être durable, on sait qu'il va durer des décennies. Donc soit on prend maintenant des décisions importantes, soit on fait comme vous le dites, on attend, puis à la fin on sera à gérer les crises qu'on ne saura même plus gérer. Et on continuera d'en parler sur Europe 1. William T, Benjamin Lucas, Jérôme Jiménez, le commandant Éric Brocardi. Merci beaucoup messieurs d'avoir été sur Europe 1 avec moi aujourd'hui. À suivre, on recevra Louis Boyard qui sera mon invité politique de 19h15. LFI qui vient au chevet de l'hôpital tout de suite après le journal de 19h.